Hello, everyone. We will go ahead and get started in just Bonjour tout le monde. On va commencer dans à peu près une minute. On va simplement attendre quelques personnes qui viendront nous rejoindre et puis on va démarrer. Merci. Okay. So welcome back to those that had joined us Donc, for on souhaite la bienvenue à ceux qui s'étaient joints à nous pour la première séance qui était sur la grossesse et les maladies neuromusculaires. Maintenant, on va parler de planification familiale et donc des problèmes sexuels également. Donc, bienvenue à cette séance. Avant de vous présenter les conférenciers et les sujets d'aujourd'hui, je veux vous dire que le webinaire d'aujourd'hui est offert en français et en anglais. Donc, sur votre écran, vous allez voir une icône avec un globe sur lequel vous pouvez sélectionner l'audio en français ou en anglais. Et je vais passer donc à Marie-Hélène Bolduc qui fera des instructions en français également. Oui, bonjour tout le monde. Alors, merci d'être là pour cette deuxième conférence de la journée sur le thème de la parentalité ou la santé sexuelle. Alors, je veux juste vous informer que si vous voulez écouter la conférence en français, comme vous voyez sur l'écran, il y a une icône dans le bas de votre écran. Vous allez voir une icône en forme de globe terrestre. Vous allez cliquer là-dessus et choisir la langue de votre choix et vous entendrez tout le long de la conférence la langue que vous aurez choisie. Alors, merci beaucoup. Thank you, Marie. All right, so we'll go ahead and get started. Donc, on va commencer. Je devrais vous mentionner on a eu un webinaire plus tôt cette année sur la génétique 101 et c'était sur les maladies musculaires. Et donc, on a Kim Amberger qui va présenter sur la génomique 101. Et on a également un webinaire là-dessus. Et il y avait eu beaucoup d'intérêt suivant ce webinaire, à savoir qu'est-ce que c'est un conseiller génétique et les tests génétiques, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que j'aille en faire? Donc, on veut souhaiter la bienvenue à Kim et à Lauren Brady qui sont de retour pour nous adresser la parole sur ces sujets. Alors, je vais commencer à présenter Kim et Lauren et puis elles vont partager leur écran. Kim a eu sa maîtrise en conseil génétique de l'Université de Pittsburgh et travaille à l'hôpital pour les enfants malades de Toronto. Elle est enseignante en génétique à l'Université de Toronto et est également membre de l'organisme de la génétique. Elle est cherchiste et elle a travaillé sur la prévalence sur les maladies neuromusculaires. Et donc, elle a reçu, Lauren Brady a eu sa maîtrise à Bronx, New York. Elle est une conseillère en génétique de deuxième génération. Elle a travaillé à l'hôpital Hamilton Health Science Center. Alors, bienvenue à Lauren et Kim. Thank you, Mia. Merci. Okay, can everyone see the slides? Tout le monde peut voir les diapos. Très bien. Alors, voilà. Donc, je m'appelle Lauren et Kim. Alors, ce sont les divulgations. On est ici pour parler de la planification familiale, les options pour les maladies neuromusculaires et les conseillers génétiques, comme quelqu'un a déjà mentionné. C'est la journée de conscientisation du conseil génétique. Donc, ce n'était pas intentionnel de l'avoir aujourd'hui, mais c'est tombé comme ça. C'est une belle coïncidence. Si on peut avoir les sondages, s'il vous plaît. Oui, on les a. There we go. Alors, voilà. Comment est-ce que vous décririez une personne avec la maladie neuromusculaire, une personne qui donne des soins, un neurologue, un professionnel de la santé et quelqu'un qui défend les patients ou autre? And then also we were just curious to see how many people have. Et je suis curieuse de savoir combien de personnes
donc, ont des maladies neuromusculaires, 40% des professionnels de la santé, et également on est curieux de savoir combien de gens avaient déjà vu un conseiller génétique en neuromusculaire. Alors, oui ou non? Okay, so a lot of people have Donc, beaucoup de gens n'ont pas vu 81%, contrairement à 20% qui en ont. Donc, pour ceux qui avaient déjà vu un conseiller génétique, ça sera peut-être une révision, mais pour ceux qui ne l'ont pas, ça sera, vous allez peut-être que vous posez des questions à savoir qu'est-ce que c'est un conseiller génétique. Our main job is to assist with the ordering of genetic testing. Donc, notre travail consiste à commander des résultats des tests en génétique et on parle avec les individus, des familles, et on va chercher les historiques, les antécédents de ces gens-là, également les implications de reproduction sont là. Et psychosocial également. Et lorsqu'on parle de reproduction, ça pourrait impliquer une section au sujet des risques de problèmes chroniques, rechutes, récidives, et quelles sont les options de test pendant la grossesse, après, avant, et à quoi ressemble le paysage, le portrait, donc. Et la première étape que l'on veut franchir à titre de conseiller génétique ou de professionnel, c'est donc de commander des tests et on veut pour pouvoir les interpréter et on veut savoir donc où le changement génétique, parce qu'on veut savoir ce que ça signifie au niveau de votre famille. À l'heure actuelle, il y a au-delà de 545 gènes associés avec différentes conditions neuromusculaires. Plusieurs sont dépendant de l'équipe des gènes sont associés avec des conditions neuromusculaires génétiques ou d'autres non. Donc, ça peut être assez complexe et on veut savoir exactement quel est le diagnostic génétique pour que ça nous permette de parler clairement des chances que ça se reproduise, des récidives et du diagnostic qui est disponible en planification prénatale. Et donc, à quoi ressemblerait cette conversation? À l'heure actuelle, il y a à peu près 3 principales sources d'hérédité. Je crois que c'est retourné par en arrière. Là, pour ceux qui ont fait la biologie à l'école, donc tout le monde a des gènes combinés de papa et maman et on peut voir donc dans les conditions, on veut voir quelles sont les copies de ce gène. Papa a la même chose et eux n'ont pas la condition génétique parce qu'ils sont protégés par l'autre qui l'a pas. Par contre, lorsqu'ils ont des enfants, les changements génétiques de la maman peuvent être hérités à l'enfant et cet enfant-là, s'il a les 2 copies, lui aussi peut avoir. Et donc, pour ce couple qui sont les 2 porteurs, il y a à peu près 25% des chances qu'ils auront un enfant avec une condition neuromusculaire faible. Et si il pourra également ne pas être porteur et avoir la maladie. Pour les conditions dominantes, en assemblant un changement génétique pour avoir la condition. Donc, plein de conditions sont
hériter. Donc, ici, on a la maman qui l'a, qui donne la copie, When she has kids, qui she's a la either going to pass. condition. Donc, lorsqu'elle a un enfant, elle passe la copie qui n'a pas le changement génétique ou la copie qui a le changement génétique. Donc, 50% de ces enfants auront la même condition neuromusculaire et 50% n'auront pas. Et ça pourrait être des exemples comme dans l'équipe 1A, comme on a présenté dans la séance précédente, avec les conditions X reliées. Donc, on parle de chromosomes avec les X et les Y qui viennent des femmes ou des hommes. Donc, on pourrait avoir donc 2 X et les hommes ont un X et un Y. Et les 2 chromosomes X ont des... les XY n'ont pas vraiment beaucoup de littérature dessus ou de... Donc, la maman peut être une porteuse. Ça veut dire qu'elle a un gène sur chacun de ses chromosomes ici. Et si elle est protégée par son autre chromosome X, peut-être qu'elle n'aura pas de symptômes ou des très faibles symptômes. Et si elle le donnait, ce chromosome X à un garçon, il n'aura pas ce deuxième chromosome X pour le protéger, donc il aura la condition avec plus de symptômes que l'on voit chez les filles. Et donc, ça serait la dystrophie musculaire du chêne. Et pas tous les changements génétiques sont là. On peut voir les mutations de novo. Dans ces cas-là, quiconque a la personne n'a de symptômes, ils ne sont pas porteurs non plus. Et donc, il y aura pas de... Il y en a plusieurs qui vont... Plusieurs des changements peuvent se produire tout nouvellement. Ils ne sont pas toujours, donc, papa et maman ne sont pas toujours des porteurs. Et chez les couples où ça se produit, il y a moins de 1% qui puissent avoir un autre enfant avec la même condition neuromusculaire. Et la raison pour laquelle c'est 1% au lieu de 0%, c'est qu'on ne peut simplement pas écarter la possibilité qu'il y a plus qu'un sperme ou plus qu'un œuf qui l'est. Maintenant, je vais passer la parole à Kim pour parler de la planification familiale, les options. Alors, pour je pense que c'est une bonne base pour ce dont on va parler. Donc, on va passer en revue pour le reste de la discussion sur les options de planification familiale. Donc, avant la grossesse, pendant et après la grossesse. Donc, on va vous passer en revue chacune des options. On veut simplement mettre l'emphase que ce sont des options, telles que le mot le dit. Aucun de ces tests sont exigés. Peut-être que vous allez décider de ne pas les avoir ou les mettre de côté, comme plusieurs de vous peut-être connaissent ces tests-là au fur et à mesure qu'on les passera en revue. Elles sont présentées à toutes les familles et il y en a qui sont seulement présentées dans certains cadres, certaines situations et d'autres sont simplement de nouvelles technologies. Donc, on va vous donner un aperçu et voir ce qu'on peut distinguer. Il y a plusieurs différentes raisons d'envisager la planification familiale. Donc, on va les passer en revue pour nos patients. Donc, certaines familles qui vont dire « je ne veux pas avoir d'autres enfants dans cet état-là » et ça peut avoir différentes implications pour différentes familles. Et chacune de ces décisions-là seront personnelles ou inscrites dans des croyances religieuses ou autres. Et on veut aider les familles à faire prendre des décisions bien avisées. Et ça sera peut-être différent, dépendant de la famille et également dépendant de chaque grossesse indépendamment. Et donc, dans ce cas-ci, si le couple ne veut plus avoir d'enfants, ça peut être interprété de différentes façons. Ça peut vouloir dire que la condition est identifiée pendant la grossesse, à quel moment ils élisent de mettre fin à la grossesse ou d'envisager peut-être des options de préconception avec, par exemple, in vitro
ou les tests génétiques qu'on passera en revue bientôt, ou du sperme d'un donneur. Donc, ça peut être appliqué à plusieurs familles. Il y a des familles qui veulent poursuivre ces options-là parce qu'ils veulent simplement être prêts à la naissance de l'enfant, comme plusieurs d'entre vous qui avaient déjà traversé ce processus. C'est un long cheminement pour s'adapter à un diagnostic, malgré que c'est quelque chose qui est peut-être dans la famille depuis un bout de temps, mais c'est nouveau avec la grossesse ou à cette époque-là. Donc, et ça prend du temps pour s'adapter et peut-être que potentiellement vous aurez des attentes différentes de ce que vous avez en réalité. Donc, les gens ont besoin de temps additionnel pour s'y adapter. Une autre raison également peut être d'avoir à se préparer à l'accouchement. Donc, il y a plusieurs conditions neuromusculaires comme congénitales pour la myose musculaire ou autres qui peuvent causer de la difficulté à respirer au moment de la naissance ou de l'accouchement. Et c'est important de savoir qu'on devrait envisager un accouchement à l'hôpital parce qu'à la maison, ce n'est peut-être pas une option parce que peut-être que vous avez besoin de soins de santé spéciaux et donc vous avez besoin d'être à l'hôpital au cas où que vous avez certaines complications. J'ai dit, Lauren et moi, allons vous passer en revue au processus complet, donc avant de commencer, avant de tomber enceinte, quelles sont les options pendant la grossesse et après, suite à l'accouchement. Je crois qu'il est important, comme on passe tout ça en revue, la chose dont il faut se rappeler, c'est que les modèles d'héritage de novo ou les changements génétiques, plusieurs de ces tests génétiques, on ne peut pas tester pour toutes les conditions génétiques. Donc, on se centre sur les conditions neuromusculaires ou génétiques qui existent déjà au sein de la famille. Et on ne peut pas toujours fournir ou déceler toutes les conditions génétiques. Donc, aucune de ces stratégies-là vont empêcher toutes les conditions génétiques. Donc, la première option qui est disponible avant une grossesse, c'est la combinaison de la fertilisation in vitro avec des tests génétiques pré-implantation et avec conditions monogéniques pour conditions monogéniques. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement sur un gène et pas des gènes multiples. Donc, il y a 3 étapes. Ça commence avec la fertilisation in vitro, donc avec l'œuf et le sperme combinés en laboratoire. L'embryo est filtré pour des conditions neuromusculaires et ça peut être donc fait confirmé par un test génétique. Et puis, seulement les embryos qui sont trouvés qui n'ont pas les mutations génétiques associées avec la condition sont implantés. Donc, c'est une façon d'empêcher qu'il y ait maladie. Et ce n'est peut-être pas une option pour toutes les familles, mais il y a plusieurs considérations à tenir en compte. Donc, la chose principale qui est demandée par la famille, c'est le coût. Donc, souvent, ça peut être une procédure très coûteuse. Et donc, ici en Ontario, on a la possibilité d'un cycle gratuit, donc qui est fourni, et donc ça peut être disponible. Ça ne peut peut-être pas disponible dans toutes les provinces du territoire. Et il y a souvent donc des coûts autres, malgré que la fertilisation in vitro est couverte, la filtration des embryons ne sont pas couvertes. Donc, il y a des coûts additionnels à discuter lorsqu'on décide d'avoir cette option. De plus, s'il y a du financement disponible pour couvrir certains de ces coûts, ça peut prendre beaucoup de temps à avoir accès à ces fonds. Donc, ici en Ontario, je pense que ça prend à peu près 1 an d'attente, ou peut-être même plus, pour accéder à ce financement. Donc, lorsqu'on envisage cette option, même si c'est quelque chose que vous n'allez peut-être pas poursuivre, il faudra peut-être consulter très tôt dans le processus. Mais également, l'autre chose principale à tenir en compte, qui devra être impliqué? Donc, la filtration des embryons, c'est très précis
à une mutation ou à une famille. Et donc, ça doit être conçu à chaque fois. Donc, il y a peut-être des échantillons qui doivent être fournis de plusieurs membres de la famille ou de tout autre pour aider à déterminer, à savoir si les embryons ont le gène combiné. Et donc, c'est peut-être quelque chose de spécial et que vous voudriez envisager avec les autres membres de la famille. Si vous êtes prêt à discuter des conditions génétiques qui existent dans la famille, des risques qui existent également, et s'ils sont prêts à fournir des échantillons, si c'est requis, si vous voulez poursuivre cette option-là. Donc, c'est une très longue discussion à long terme et que les gens voudront donc envisager. Il y a également quelques types très différents du type de PGT. Et ça, c'est pour le M. Et on peut également tester pour les chromosomes, donc des pièces de chromosomes qui ne sont pas au bon endroit. Ils sont capables de faire ça dans ce test-là. Et parfois, ça peut être fait conjointement ou ça peut être fait donc, pour chercher juste ça. Il y a une autre option pour la préconception, la recherche. Il y a également la considération des œufs et des donateurs de sperme. Ça peut être une option à envisager et ça peut être fait par une clinique de fertilité. Et c'est important de savoir qu'on peut les dépister plusieurs, donc de voir s'ils sont des porteurs de conditions génétiques, mais ça n'est pas exhaustif et ça ne s'applique pas à toutes les conditions génétiques. Et maintenant, on va passer à une autre vitesse et parler des options de tests qui sont disponibles pendant la grossesse. On veut vraiment s'assurer qu'on fait la distinction entre les deux différents types de tests disponibles pendant une grossesse. Donc, il y a des options de dépistage et de tests. Le dépistage, c'est là pour dépister différentes conditions et vous donner un élément risque. Est-ce qu'il y a un risque élevé de certaines conditions ou pas? Ça ne vous donne pas une réponse oui ou non et typiquement, ça requiert d'autres genres de tests pour confirmer si effectivement le bébé a la condition ou pas versus un test de diagnostic qui vous donnera une réponse oui ou non et qui sera beaucoup plus définitive. Donc, on va les passer tous en revue. Je vais commencer avec un test que plusieurs d'entre vous connaîtrez. Alors, c'est le test prénatal au premier terme de la grossesse, au trimestre. Donc, et puis, il y a le FTS, et c'est une combinaison de tests sanguins et ultrasons qui sont faits entre 11 à 13 semaines de gestation. Et donc, ça peut également la trisomie 18, qui sont 3 copies du trisomie 18 ou 3 copies de trisomie 21, que l'on connaît comme étant le syndrome de Down. Et les tests sanguins qui sont faits de la maman mesurent à peu près 3 à 4 hormones ou protéines dans le sang et l'ultrason qui mesure, on peut voir sur la photo qu'on regarde au fluide, au liquide qui est à l'arrière du cou pour voir s'il est translucent, qui est transparent. Et puis, on voit que ça peut être, si c'est transparent, ça peut être associé avec un problème de chromosome. Donc, on met ça avec les marqueurs de la maman, puis on est capable recevoir les résultats en termes de risque pour le syndrome de Down. Et encore là, c'est un test de dépistage, donc ça fournit juste un chiffre de risque. Ce n'est pas diagnostic, donc ça peut être, il y a des positifs et des négatifs. Prochaine diapo. L'autre dépistage prénatal, c'est non invasif, NIPS en anglais. Et donc, c'est assez nouveau. C'est fait comme un test sanguin de la maman et c'est pris à peu près à 10 semaines dans la grossesse. On peut isoler dans le sang. Et donc, encore là, c'est donc un dépistage pour la trisomie 13, 18 et 21 également. Donc,
le sexe du bébé. Et certaines indications envisagées, c'est que s'il y a un positif au premier trimestre ou d'aller chercher un sexe fœtal. Donc, si par exemple, s'il y a la dystrophie musculaire qui affecte principalement les gars, si c'est une fille, on peut éviter le reste du test de dépistage. Et plus récemment, on a pu utiliser le NIPS pour aller dépister les troubles monogéniques. Donc, par exemple, s'ils ont eu un premier enfant avec SMA et puis ils ont décidé subséquemment de poursuivre l'IPS, puis avec ce test, ils ont trouvé un grand risque pour que le bébé soit atteint de SMA. Ils ont décidé de faire des tests de dépistage pour confirmer, à savoir si le bébé avait le SMA et si c'est revenu que le bébé était porteur de SMA. Donc, le MAPS le trouvait, mais n'était pas capable de le déceler assurément. Donc, c'est vraiment des faits saillants du fait que c'est quand même considéré juste un dépistage et non pas un test de diagnostic. Je crois que ça y est pour les options de dépistage. Et je vais y aller donc maintenant, je vais parler des options de test de diagnostic. Si vous avez un oui ou non comme réponse. Donc, il y en a deux. Et dans les deux cas, il y avait donc des grossesses déjà en cours. Dans le premier test, ça vient entre 11 et 14 semaines de gestation. Et ce sont les échantillons ou ce que vous avez mentionné. Donc, avec ce test, on fait le test génétique sur le placenta pour voir si le bébé est atteint. Et donc, dépendant où ça se trouve, si le fœtus est à l'arrière, on peut aller par le cervix et aller chercher un échantillon. Et on peut sinon utiliser une aiguille via l'abdomen. Étant donné que c'est une procédure, le niveau de complications ou le risque de complications comme des infections ou des hémorragies, ces applications peuvent mener à une perte de grossesse chez 1 des femmes qui traversent cette procédure. Et donc, ils perdent le bébé après le test. Et après que la procédure ne soit faite, ça prend 2 à 4 semaines avant d'avoir le résultat et ça donne donc la réponse oui ou non. Et la personne qui aura fait ce test, on aura également les chromosomes pour le syndrome de Down et à savoir si c'est le sexe du bébé. On a toutes ces informations-là également, et ainsi qu'un diagnostic. Between 15 and 20 weeks gestation. In this case, the genetic testing is done on the amniotic fluid, so the fluid around the pregnancy. And in that fluid is floating skin cells, and that's where they're able to get the DNA from. This test is very similar to the CVS, where they use the needle to go in through the abdomen, so not through the belly button, through the abdomen, and they just take out a little bit of the amniotic fluid. This test is considered to be safer, lower chance of pregnancy loss or complications, but 1 in 400 cases, there's a pregnancy loss. Amniocentesis is considered to be a little bit more available than CVS. Donc, c'est plus disponible aussi, plus facile à obtenir lorsqu'on teste le liquide amniotique. Et les résultats génétiques prennent de 2 à 4 semaines à obtenir. Bon, ça fournit une réponse oui ou non. À propos des conditions génétiques spécifiques, de même que de regarder les différents chromosomes. Bon, plusieurs des gens veulent avoir une conversation
autour des avantages et des désavantages de ces deux. Et moi, je trouve que ça revient beaucoup au choix du moment. Alors, un couple qui veut peut-être obtenir un avortement, bon, si les résultats montrent qu'ils ont une condition neuromusculaire, vont peut-être mieux aimer le CVS parce que ça se produit plus tôt que le test de liquide de l'amniosynthèse. Les couples qui veulent obtenir cette information-là pour planifier la grossesse ou pour avoir de l'information durant la grossesse, bon, on va peut-être viser plus l'amniosynthèse parce que ça se produit un petit peu plus tard durant la grossesse, mais c'est considéré comme étant plus sécuritaire. Mais c'est tout à fait une décision qui appartient au couple. Mais les tests n'ont pas besoin d'être faits durant la grossesse. On peut aussi faire des tests après la naissance de l'enfant. Alors, ça s'applique seulement à des conditions qui apparaissent durant l'enfance, comme l'amyotrophie spinale ou SMA en anglais. On ne fera pas normalement des tests pour des conditions qui apparaissent durant la vie adulte. Bon, normalement, on ne fait pas des tests après qu'un enfant soit né pour des conditions qui apparaissent seulement dans la vie adulte. Bon, les tests génétiques peuvent être faits sur le sang ou même du sang provenant du cordon ombilical après la naissance ou plus tard durant l'enfance. Bon, dépendamment de la conversation avec le couple. Bon, dans ces scénarios-là, les résultats génétiques reviennent assez rapidement, environ 2 semaines, ou ça peut peut-être prendre un peu plus de temps. Ça peut prendre même quelques mois, et ça va fournir une réponse oui ou non. L'autre chose qui a été mentionnée, c'est le dépistage des nouveaux-nés. Tous les nouveaux-nés au Canada, dans toutes les provinces et territoires, ils vont faire quelque chose qui s'appelle le dépistage des nouveaux-nés. Bon, il y a une petite piqûre faite au pied à 1 ou 2 jours après la naissance, et ça teste sur des maladies que vous pouvez voir ici. Et ils font un dépistage pour environ une trentaine de conditions. Bon, par exemple, fibrocystique, maladie métabolique, bon, endocrine. Bon, la liste dépend des provinces. Chaque province a des choses différentes sur cette liste de dépistage. Bon, la myotrophie spinale, la SMA, a été rajoutée en Ontario, mais pas encore dans les autres provinces ou territoires. L'idée du dépistage des nouveaux-nés, c'est que s'il y a une détection précoce d'une de ces conditions, ils peuvent avoir un traitement plus rapide et on s'est aperçu que ça donnait des avantages à long terme lorsqu'on commençait le traitement plus rapidement. Mais une fois de plus, si un test de dépistage, bon, si c'est positif, il y a d'autres tests qui sont faits subséquemment, bien entendu. Bon, ça, c'est les différentes options de tests. Je sais que 20 des gens ont vu déjà un conseiller en génétique, mais si vous êtes au Canada et vous voulez voir un conseiller en génétique, il y a un outil sur le site Web pour l'Association canadienne des conseillers en génétique, la CCG, qui permet de trouver un conseiller. Et il y a plusieurs cliniques comme celle où je travaille, à McMaster, où il y en a d'autres. Kim travaille à Sick Kids, où il y a un conseiller en génétique qui est là en permanence. Alors, si vous voulez savoir qui serait votre conseiller en génétique, vous pouvez le retrouver là. Alors, à ce stade-ci, on passerait aux questions des participants. Merci tellement, Kim et Lauren. Je vois plusieurs questions qui sont arrivées en direct, mais aussi, j'avais des questions qui étaient arrivées avant. Je vais peut-être commencer avec celles qui sont arrivées avant. Une personne avait demandé, bon, ils ont eu un test génétique et ils sont revenus avec quelque chose, une réponse inconclusive. Quand est-ce que je retourne? Combien de temps est-ce que j'attends pour aller me retester en génétique si les résultats des tests étaient inconclusifs? Des suggestions à propos du délai? Moi, je dirais, avant un retest, 1 an ou 2 ans.
normalement. Parce que c'est inconclusif parce que il y avait un changement et il ne savait pas si le changement génétique était significatif ou, en tout cas, ça dépend de quelles étaient la raison pour laquelle ils disent que c'est inconclusif. Est-ce que c'est inconclusif parce que il y avait une condition neuromusculaire, mais qu'ils ne trouvaient pas c'était laquelle? Mais en tout cas, la connaissance des fondements génétiques qui ont été trouvés, on trouve des nouveaux gènes tout le temps, alors notre connaissance s'améliore. Alors, c'est probablement mieux d'attendre 1 an ou 2 avant de retester pour ces questions génétiques. L'autre question, c'est que les gens étaient encouragés en voyant que l'amyotrophie spinale était rajoutée en Ontario et ils se demandaient s'il y avait des aperçus à propos des autres maladies neuromusculaires qui seraient rajoutées aux séries de conditions qu'on teste pour les nouveaux-nés. Comme par exemple le Duchenne, est-ce que ça serait détecté? Alors la question, est-ce que ça pourrait être détecté? Et ensuite, est-ce qu'il y a des aperçus pour savoir est-ce que ça va être rajouté à l'avenir dans le test pour les nouveaux-nés? Autre excellente question. Je sais que certains endroits dans le monde ont inclus l'amyotrophie spinale dans le panel. Je ne pense pas quelque chose qui s'en vient en ce moment. Je ne sais pas pourquoi à certains endroits c'est testé et d'autres ce n'est pas. C'est peut-être que nous n'avons pas encore identifié un médicament, comme nous avons avec la myotrophie spinale, qui améliore vraiment à longue échéance la condition du patient. Alors, as-tu quelque chose à rajouter à ce sujet? Oui, alors, je ne suis pas au courant de ces choses-là qui viennent au Canada en ce moment, mais certainement, il y a eu plusieurs études. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont considéré d'essayer de détecter DMD sur des nouveaux-nés. Et généralement, c'est fait en regardant les niveaux de CK. Et ensuite, ils ont un seuil, un cut-off. Ils sont capables de faire des tests. Mais c'est un petit peu plus compliqué que les tests qui sont faits en ce moment pour le SMA ou la myotrophie spinale. Et comme il n'y a pas de traitement qu'on peut initier dans l'enfance, qui a été prouvé comme étant ayant une influence sur le déroulement de la maladie. Mais il y a beaucoup de choses qui se produisent en ce moment sur la recherche à propos du Duchenne et ainsi de suite. Alors, certainement, si un médicament se faisait approuver durant un essai clinique, ça changerait. Une autre question, c'est qu'une personne qui a eu la LGMD ou la myopathie des ceintures, le fiancé a un cousin avec cette myopathie des ceintures. Est-ce que les deux devraient avoir de rencontrer un quotient génétique ou c'est juste le frère qui devrait rencontrer le quotient génétique qui, lui, a cette myopathie des ceintures? Certainement, quelqu'un avec une telle histoire familiale, les deux côtés, on les rencontrerait, on parlerait. Bon, avec les deux côtés de la famille, bon, les tests qui sont nécessaires pour ces gens-là. Et pour ce couple-là, probablement la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est, bon, si les gens qui ont été diagnostiqués avec la myopathie des ceintures, il faudrait parler de ces résultats-là durant le rendez-vous pour qu'on puisse évaluer leur cas grâce à cette information. Une autre question était, est-ce que CMBT, est-ce qu'on peut tester pour CMT? On vous en a parlé. Bon, la maladie de Charcot-Marie, bon, les options pour dépister le CMT ou la maladie de Charcot-Marie. C'est important, une fois de plus, qu'il faut savoir le type de maladie de Charcot-Marie. Il faut connaître la cause génétique. Et dépendamment de quel test qui est fait, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être détecté. Ça ne sera pas quelque chose qui, généralement, serait dépisté, comme par exemple, dans le dépistage du premier trimestre, il ne ferait pas un test pour la maladie de Charcot-Marie ou CMT à ce moment-là. Mais il y aurait peut-être d'autres options. Lorsqu'ils cherchent une condition génétique spécifique, il est possible. L'autre chose aussi à garder en tête, c'est que c'est peut-être différent de maladie en maladie. Alors, par exemple, pour un test PGT, eux, ils testent les embryons à une étape très précoce. Ils essaient de prendre une cellule qui éventuellement deviendrait le placenta. Ils ont très peu d'ADN
avec lesquels travailler. Alors, certains tests génétiques ne sont pas capables d'être faits avec si peu d'ADN. Mais parfois, il y a des conditions génétiques qui ne sont pas capables de faire ces tests-là. Bon, il faut regarder les différentes options, discuter ça avec un conseiller génétique et voir si certains laboratoires sont capables de le tester. Et ça, on le voit aussi dans les questions qui sont en direct. Une personne qui a un positif avec le CMT type 1, ses sœurs n'ont jamais été testées et elle a des neveux et des nièces. Est-ce qu'eux devraient être testés pour la CMT type 1, maladie Charcot-Marie? Ils sont admissibles pour les tests, on les verrait certainement, mais on n'est pas vraiment sûr qui peuvent dire oui ou non, ils ne devraient pas être testés. Ce serait les parents de ces individus pour savoir si oui ou non ils veulent être testés. Mais bien entendu, s'ils veulent nous rencontrer, ça va nous faire plaisir de les rencontrer. Je vais passer ça à ma collègue qui va poser les questions qui sont arrivées en français et vous entendre la traduction aussi. Alors, la question est, puis-je revoir l'image de la transmission génétique lorsque la mère est positive et la gravité augmentée lorsqu'il y a un fils de toucher? Et puis-je connaître, deuxième question, puis-je connaître l'échelle des CK pour la dystrophie musculaire oculopharyngée? Je pourrais éventuellement poser la deuxième question. Avez-vous entendu la question? We heard the question. Lauren or Kim, do you want any clarification on those? Lauren, veux-tu des clarifications sur ces deux questions? Yes. You can repeat it again. Oui, vous pouvez la répéter de nouveau. OK. Can you hear it in English? Est-ce que vous pouvez l'entendre en anglais? In French? En français? Je pense que je l'ai entendu en français. Je l'ai entendu en français aussi. Oh, OK. So I will try to Alors, ask je it in vais English. essayer de la poser en anglais. So can I see again the slide Est-ce que where je you peux see revoir la diapo où on voit the genetic when the mother is lorsque la mère carrier? est porteuse? I think this is the one. And is it worse when you Et est-ce que have a c'est son pire lorsque vous avez un fils affected? qui est atteint? Oui, oui. Parce que les garçons sont plus affectés, bon, parce que lorsque les femmes sont porteuses de cette condition, ça apparaît sur un de leurs chromosomes. Ils n'ont pas de changement génétique sur l'autre. Alors, ça les protège un peu. Bon, tous les gènes sont sur le chromosome X. Alors, ça les protège et ils ne montrent pas les symptômes. Et parce que le chromosome Y n'a pas les mêmes sites, lorsqu'un enfant mâle hérite des changements génétiques, ils n'ont pas le chromosome X pour les protéger. Alors, c'est pourquoi ils présentent avec des symptômes plus graves. Bon, les garçons subissent plus l'influence. Alors, dystrophie musculaire, bon, toutes les autres maladies vont être plus apparentes chez les garçons que chez les filles à cause de cela. Okay, and the second question Et la was, deuxième question était, and I'm not sure in English, je suis but pas sûr en anglais. can I know what is Est-ce the que je peux savoir quel est CK for le CK pour OPMD? l'OPMD, en anglais, Number le of dystrophie musculaire oculopharyngée. CK. C'est normal ou élevé? Yeah, they want to know the Une number. éventail de valeurs pour les CK. CK, généralement, ce n'est pas quelque chose qu'on examine pour les OPMD, les dystrophies musculaires oculopharyngées. Ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement
important pour cette condition-là. Alors, je ne sais pas quelles sont les valeurs habituelles. OK, thank you. OK, merci. Est-ce que le FSHMD, est-ce que c'est une condition génétique? Est-ce que ça apparaîtrait dans un test d'un embryon? Oui, c'est une condition monogénétique, mais c'est un petit peu compliqué parce que non seulement est-ce qu'il y a un changement, bon, dans le trouble de répétition, bon, si on voit une contraction sur le chromosome 4, et ensuite, il faut avoir un type haploïde qui va causer cela. Alors, il y a comme deux morceaux du casse-tête. Alors, c'est une condition monogénétique, mais c'est une des plus compliquées. Et je ne suis pas sûr pour les tests prénatals et les PGT s'ils sont capables de le faire parce que c'est un test spécial qu'il faut faire pour tester pour cela. Est-ce que tu le sais, Lauren? Je sais que je pense qu'ils sont capables de le détecter lorsqu'ils testent une famille pour vérifier le TBM. Bon, ils peuvent faire des liens pour l'établir ça pour qu'ils puissent le savoir, pour savoir si l'embryon aurait ou n'aurait pas le FSH. Mais ne me citez pas, je pense que ça n'a pas encore été fait. C'est pas normalement quelque chose qu'on teste, mais je sais que nous avons un laboratoire en Ontario ici qui fait les tests génétiques pour le FSH. Eux ne vont pas prendre des échantillons prénataux, mais il y a un laboratoire aux États-Unis qui le fait. OK, merci. Une question qui est arrivée. Si un fœtus a des gènes affectés pour un trouble neuromusculaire, est-ce qu'il y a une façon de manipuler ou traiter ces gènes dans le fœtus avant qu'il soit né? Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça s'est déjà fait? Pas encore, malheureusement. On n'est pas capable de rentrer et de changer le code génétique encore, pas encore, mais manifestement, c'est quelque chose que les gens considèrent comme étant une thérapie. Bon, si on pouvait entrer et faire les changements génétiques, et bon, ça pourrait régler plein de problèmes. Et pour ce qui est des traitements pour les fœtus, pour des troubles neuromusculaires avant la naissance, moi, je ne suis pas au courant de telle thérapie. Donc, moi non plus, je pense que la chose que les gens considèrent en ce moment, c'est CRISPR, mais ça, c'est la technologie pour modifier les gènes qui sont disponibles, mais vraiment, on explore encore cela dans plusieurs conditions et certaines conditions neuromusculaires aussi, mais ce n'est pas encore au stade fœtal. Une autre question qui est arrivée, c'est que est-ce que c'est fréquent d'avoir un mauvais diagnostic? Bon, ils n'ont pas dit quels étaient le diagnostic précédent, mais ensuite, ils ont été diagnostiqués avec la myopathie des ceintures, le LGMD. Alors, les mauvais diagnostics, jusqu'à quel point ça se produit souvent lorsque quelqu'un a un trouble et finalement, ils leur disent que non, vous avez un autre problème neuromusculaire, dans ce cas-ci, c'est la myopathie des ceintures. Ça peut se produire, certainement. Bon, il pourrait y avoir d'autres conditions comme le LGMD ou la myopathie des ceintures, ou peut-être que le test génétique initial était inconclusif. Bon, peut-être que c'est d'autres choses, mais avec plus de connaissances, on a éliminé quelque chose et d'autres tests génétiques ont été disponibles et ensuite on a pu trouver que c'était la myopathie des ceintures. Il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent expliquer le mauvais diagnostic, mais oui, certainement, ça peut se produire. Il y a une question, bon, si un mâle avec une condition neuromusculaire a une fille, c'est quoi la probabilité? J'imaginerais que ça dépendrait de la probabilité que la fille serait porteuse. Est-ce que ça dépendrait de la condition neuromusculaire? Oui. Et une autre question que je voulais poser, je pense que vous en avez déjà parlé un peu. Pour le FSH, est-ce que ça pourrait être détecté pour les tests des nouveau-nés? Est-ce que c'est possible de mettre ça sur le panel des maladies pour lesquelles on teste les nouveau-nés? FSHD, c'est tellement compliqué que même chez des adultes qui semblent avoir le FSH, ce n'est pas une condition, en tout cas, et aussi parce que ça peut être d'apparition rapide ou précoce. Je ne sais pas si.
en tout cas, dès qu'on trouve un traitement, on va certainement dépister les gens-là. Alors, si les gens choisissent de tester leurs enfants, est-ce qu'ils vont subir de la discrimination à l'avenir ou quelles sont des choses qu'on dit aux familles lorsqu'on fait ce choix-là de tester leurs enfants? Très, très bonne question, une question qui se produit souvent. Alors, une des choses merveilleuses, bon, au Canada, en fait, il y a plusieurs, mais aussi aux États-Unis, qui aident à protéger des gens contre la discrimination causée par ces tests génétiques, mais bien sûr, il y a des limites. Alors, ça va protéger les gens d'avoir ils n'auront pas besoin de divulguer les résultats des tests génétiques aux compagnies d'assurance, par exemple, mais les lois ne sont pas parfaites. Alors, il y a des exceptions qui ne sont pas couvertes. Alors, des choses comme l'assurance vie ou d'autres choses comme ça. Vous n'avez pas nécessairement besoin de divulguer les tests génétiques que vous avez faits, mais ils peuvent quand même poser des questions à propos de l'histoire familiale et, bon, ils peuvent obtenir vos tests de résultats génétiques. Il faudrait divulguer ces choses-là plus tard dans le processus. Alors, même s'il y a des protections qui sont en place juridiques pour aider les familles à éviter de divulguer ces informations-là, ce n'est pas parfait comme protection des renseignements personnels. Alors, c'est quelque chose dont on parle souvent, nous. C'est que si les familles considèrent d'avoir plus d'assurance vie ou l'assurance invalidité, des choses comme ça, qu'il faudrait peut-être faire ça avant les tests génétiques, tout simplement parce qu'il n'y aura rien divulgué à ce moment-là. Alors, c'est certainement quelque chose qu'il faut garder en tête. Oui, c'est très aidant. Lornie, elle a parlé à la fin de sa présentation de comment trouver un conseiller génétique ici au Canada. Est-ce qu'il y a une version similaire de ce genre d'information pour des individus aux États-Unis? Bon, il y a une personne ici qui a le FSH et qui aimerait avoir des tests génétiques. Il aimerait rencontrer un conseiller génétique. Oui, certainement. Aux États-Unis, ils ont le Natural Society of Genetic Counselors, ou NSTC, genre le même outil de recherche sur leur site Web. Et il y a ici un groupe aux États-Unis, je pense que c'est FSHD Society aussi. Peut-être aussi, ils ont une liste de conseillers en génétique d'endroits où on pourrait aller pour obtenir des tests. Marie-Hélène, est-ce qu'il y a des questions de toi avant que je termine notre séance pour aujourd'hui? No, no more French question. I was just answering in the chat, so that's okay. Non, je répondais tout simplement dans le chat. Alors, merci beaucoup à Lauren et Kim pour une discussion très claire et pleine d'informations qui répond à plusieurs des questions sur c'est quoi un conseiller génétique, pourquoi c'est important de tester, les choses qu'on peut faire avant et après. Alors, ce fut très aidant. Je vous encourage tous à aller à notre prochaine conférence à 14 heures sur le sexe, la sexualité et les troubles neuromusculaires. Alors, un enregistrement sera disponible sur notre page YouTube et je voudrais remercier Roche, PTC et Biogène pour avoir été les parrains de cette conférence et pour leur collaboration avec MDC. Merci à tous une fois de plus. J'espère que je vais tous vous voir pour notre prochain webinaire. Merci, Lauren et Ken, pour cette excellente présentation. Merci.